Bonsoir, bienvenue à l'émission Le Micro du Soir. Aujourd'hui, j'accueille Camille Gilmer, jeune Française qui est en train de passer un an à Bucarest, notamment pour écrire. Elle va nous en parler. Camille Gilmer est étudiante à HEC, l'école des hautes études commerciales, un établissement d'excellence situé à Jouy-en-Josas, en France, qui prépare à la direction d'entreprise, mais pas seulement. Camille Gilmer, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être au studio de RFI. Je crois que c'est votre premier entretien radio. Exactement. Bon. Alors, on va parler de plusieurs choses. D'abord, parlez-nous de l'ouvrage que vous êtes en train d'écrire. Vous m'avez dit que c'était une fiction, c'était un roman. Exactement. Et vous êtes ici à Bucarest depuis août. Alors, dites-moi, comment vous est venue l'idée? Ça fait longtemps que vous avez envie d'écrire? Surtout que, en étant étudiante à HEC, enfin, c'est pourquoi pas, mais c'est vrai que c'est peut-être pas très courant. C'est pas forcément le choix évident, effectivement. C'est une passion personnelle, l'écriture, et qui vient d'assez loin, mais c'est vrai que je n'avais pas du tout eu l'occasion de le vivre. Et c'est pour ça que c'était important pour moi cette année, après mes différents stages, de prendre une année pour me consacrer à une passion personnelle, et donc en l'occurrence l'écriture. Et donc si vous voulez que je vous parle un peu plus de l'ouvrage, juste pour donner un élément de contexte, ce qui m'intéressait, c'était de me pencher sur un sujet qui m'a longtemps intriguée. On parle depuis la révolution industrielle, la montée progressive, en tout cas le triomphe progressif du raisonnement scientifique et rationnel, d'un désenchantement du monde. Et donc, moi, j'ai voulu m'interroger sur, par contraste, comment vivait-on, comment réfléchissait-on à l'heure de ce qu'on pourrait appeler l'enchantement du monde. Et autrement dit, en fait, c'est une question sur quel était le rapport des gens au surnaturel et au merveilleux, quand ce qui va légitimer une pensée n'est pas forcément donc un raisonnement rationnel, scientifique, comme on peut en avoir l'habitude aujourd'hui, mais vraiment plus un ressenti, une tradition ou une croyance. Donc c'est un monde qui peut nous paraître complètement fou aujourd'hui, et c'est pour ça que je m'étais posé cette question-là. Et pour étudier ce sujet, cette problématique, je me suis intéressée au XIIIe siècle, les années 1250 à peu près, qui pour diverses raisons me permettaient de se pencher sur cette problématique, ne serait-ce que parce que je situe l'intrigue sous Louis IX, donc qui a été canonisé par la suite, et donc même le roi est une figure presque mystique. Et alors, quelle est l'intrigue, l'histoire ? Je parle d'un artisan, fils de paysan, et qui part en pèlerinage pour obtenir la guérison de son parrain gravement malade. Donc voilà, je vous disais que le sujet, en tout cas l'ambition, c'était de voir quel est le rapport au merveilleux, au surnaturel à l'heure de l'enchantement du monde. Et là, le cœur de l'intrigue, c'est une espèce d'attente d'un miracle, d'une guérison miraculeuse. Et pour traiter de ce sujet-là, j'ai fait le choix d'un parti pris qui est d'essayer de me plonger dans la pensée, dans la peau d'une personne issue du milieu rural, donc qui représentait la quasi-totalité de la population française. Et donc, pour rentrer, on va dire, dans le roman et dans l'histoire, il faut accepter de faire confiance, de se laisser guider, et parce que, en fait, les habitudes sont extrêmement différentes, les pensées et les manières de faire le sont aussi, donc ça peut surprendre. Par exemple, un exemple très concret, aujourd'hui, le temps est quelque chose d'hyper important, omniprésent. On comptabilise nos moindres minutes et secondes. Sauf que, à l'époque, en tout cas en 1250, l'horloge n'est pas du tout diffusée, et donc on subit beaucoup plus le temps, et ce n'est pas quelque chose qui ordonne les représentations mentales et les pensées. Alors, cette époque du Moyen-Âge, elle est souvent vue comme une époque plutôt violente. Comment est-ce que vous l'avez traité, ce rapport
ce rapport à la violence dans votre roman? J'essaye d'avoir une vision que j'espère la plus proche possible de la réalité. La période que j'ai choisie, c'est aussi une période que certains appellent un âge d'or, où il y a moins de guerres dans le royaume français qu'il y a pu y avoir à d'autres époques du Moyen-Âge. Donc c'est une époque, en tout cas ça a été l'œuvre de Louis IX, d'essayer d'avoir une certaine stabilité et paix et justice dans son royaume. Donc d'un point de vue purement guerre, c'est une période un peu protégée, en tout cas vraiment D'accord. à l'époque du roman. Et la guerre est présente plus en toile de fond, parce que juste, à peu près au moment de l'intrigue, il y a la croisade de Saint-Louis. Donc la guerre est plus extérieure. Et donc vous reprenez des éléments historiques tout à fait véridiques. Et la place du surnaturel, elle est très présente ou pas trop? Alors oui, en fait ma méthode de faire pour essayer de me rapprocher au maximum, ça a été donc d'une part de voir un peu les grands événements pour avoir un cadre, mais aussi et surtout ce qui était hyper important pour moi, c'était d'essayer de comprendre comment les gens réfléchissent. Alors je me suis intéressée à des travaux d'historiens aussi qui ont cette approche-là, donc comme Michel Pastoureau, comme Jacques Le Goff, comme Jean Verdier, qui s'intéressent à l'histoire de la civilisation, l'histoire du rapport au temps, à l'espace, à la religion, aux symboles. Et donc, pour répondre à votre question, de ce point de vue-là, très culturel, le surnaturel est présent. Donc, si vous voulez peut-être que je donne un exemple en termes de surnaturel, il y a une place en fait très forte que l'on accorde au récit. Donc, comme la plupart des gens bougent peu de leur village, ils entendent des récits de l'extérieur et donc ça peut faire bulle d'amplification. Donc le récit a une part très importante. Il y a une part très importante accordée au rêve. Quand les gens rêvent, c'est moins vu comme un repos de la vie que comme une poursuite de la vie. Et ce qui se passe en rêve, donc là où il y a plus propension à avoir de surnaturel, on lui accorde du crédit, on peut le prendre comme un présage, comme un signe divin. Et donc ça a une influence sur la vie. Et dans ce sens-là, le surnaturel est assez présent. Alors Camille Gilmer, si vous le voulez bien, on va revenir à quelque chose de plus, non pas terre à terre, mais votre statut, je dirais officiel, qui est d'être étudiante à HEC. Donc là, vous faites, c'est une année de pause. C'est ça. Et vous allez terminer votre cursus l'année prochaine, ou comment ça se passe? Oui, c'est ça. Donc là, l'année prochaine, ce sera la dernière année. Exactement. À HEC. Voilà. Alors, comment c'est HEC? Je pense qu'il y a beaucoup de parents qui nous écoutent et qui ont des enfants au collège, au lycée, et qui rêveraient sans doute d'avoir que leur enfant ait le même parcours que vous. HEC reste, je crois, la meilleure école, si je me trompe pas, en France, pour les études commerciales. Alors dites-nous, c'est quoi votre expérience là-bas? Alors, je dirais que déjà, c'est une très belle expérience. Donc, envoyez vos enfants à HEC. Mais je dirais que c'est une expérience qui est assez déroutante au départ, parce que pour y accéder, en tout cas pour ma part, donc fallait faire 2 années de classe préparatoire. Donc pendant 2 ans, on se prépare à fond pour un concours pour entrer. Votre classe préparatoire, ça a été les mathématiques, l'économie. L'économie, d'accord. Oui, l'économie. Et donc après ces années de prépa, donc qui sont assez scolaires somme toute, les attentes changent complètement une fois qu'on arrive à HEC. Il faut moins... C'était un objectif pour vous, HEC? Quand vous étiez en préparation? Ouais. Oui, c'était mon rêve. Et donc, je suis contente d'y être parvenue. Et donc, oui, j'étais assez déroutée au début parce que jusque-là, il fallait avoir une approche assez scolaire. Et là, c'est lors des choix où, par exemple, en première année, on a le choix entre faire une licence en parallèle de notre première année. Donc, par exemple, j'ai fait du droit. Ou de partir à l'étranger pendant plusieurs mois dans une université partenaire. Dès la première année? Dès la première année, oui. D'accord.
Et puis ensuite, en troisième année, il y a les stages, donc ils commencent aussi à construire notre parcours. Et puis là, par exemple, cette année, j'ai pris une année en plus après mes stages pour tenter encore complètement quelque chose de nouveau. Donc c'est assez flexible. L'établissement est assez ouvert Voilà, vous pouvez vous rajouter une année dans votre cursus. Voilà, c'est prévu. D'accord. Je dirais que la mouture, en fait, il y a une mouture, donc avec 2 premières années de cours où on peut ajouter soit une licence, soit une expérience à l'étranger. Une année de césure où on fait des stages, c'est obligatoire de faire des stages, mais après, c'est où vous voulez. Et puis, il y a un quart des étudiants qui choisissent de prendre une année en plus, comme moi, pour un projet personnel, et ensuite une dernière année de spécialisation. Chaque promotion, il y a combien d'étudiants 400. 400 Oui. D'accord. Donc, vous êtes dans un établissement où il y a combien d'élèves à peu près en tout? En tout, alors, de mémoire, j'aurais dit à peu près 2000, mais parce qu'il y a donc il y a les parcours prépa comme le mien, et il y a aussi des étudiants qui viennent de l'étranger, qui ont eu d'abord une expérience à l'étranger et qui nous rejoignent en master. Et puis il y a ce qu'on appelle les postgraduates aussi, non? Oui. Ceux qui font des masters, il y a des doctorats aussi. On peut faire un doctorat à HEC? Oui, d'accord. On peut. C'est minoritaire. Mais vous, après l'année prochaine, voilà, vous avez envie de faire d'autres choses, non? Oui. Alors, précisément, par rapport à ce que vous nous avez dit au début, cette passion de la littérature et puis des études, vous avez déjà l'expérience de grands groupes internationaux. Alors, ma question est double. D'un côté, qu'est-ce qui vous a plu dans ces structures-là? Parce que vous êtes impliqué fortement aussi pour... je suppose faire carrière, vous avez toujours eu envie de faire HEC d'un côté, et puis d'un autre côté, vous avez cette passion pour l'écriture. Alors comment vous allez comment vous avez organisé ces deux centres d'intérêt? Alors déjà, pour répondre au début de votre question sur ce qui m'a plu dans les grands groupes, donc j'ai eu une expérience chez Michelin, donc producteur et vendeur de pneus. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que les équipes sont très bienveillantes et nous poussent, nous responsabilisent. Et il y a une place pour l'initiative personnelle que je trouve super riche. Et aussi, j'aimais beaucoup l'aspect industriel. On produit des pneus, donc on a des collaborateurs en usine. Il y en a aussi sur les routes pour vendre des pneus à des négociants. Et il y en a au siège. Donc il y a une richesse des profils et des opinions que je trouve super précieuses. Et à titre personnel, je trouvais les usines assez impressionnantes pour en avoir vu quelques-unes. Et puis, donc ma deuxième expérience, c'était chez Bain & Compagnie, donc un cabinet en conseil en stratégie. Est-ce que vous voulez que j'explique peut-être en une phrase ou deux ce qui... Une phrase, oui. Ouais, voilà, d'accord, très bien. C'est une entreprise qui fait des analyses pour recommander à une entreprise une solution sur un problème qu'elle se pose. Qu'est-ce qui vous a plu particulièrement, Michelin ou Bain? Je dirais les deux, mais pour des raisons différentes. D'accord. Donc, Michelin pour ce que je vous ai dit, pour Bain pour l'apprentissage qu'on peut faire parce qu'on voit des secteurs extrêmement différents d'entreprise. Et donc maintenant, la suite. Maintenant, je dirais que j'ai beaucoup aimé faire les deux. J'ai appris des choses très différentes. Mais aujourd'hui, je me projette dans une troisième voie. J'aimerais entreprendre, lancer une entreprise. Je pense au secteur de la food en général. Donc voilà, vivre secteur, encore... Pardon, vous avez dit alimentaire? Oui, c'est ça, voilà. La food, la restauration. La restauration, d'accord. Donc voilà, quelque chose de encore nouveau, on va dire. Et c'est-à-dire, quand vous dites la restauration, vous avez déjà une idée précise de ce que vous voudriez établir? Je pense que c'est encore en cours de réflexion. D'accord. Et justement, j'aimerais prendre le temps l'année prochaine d'affiner. C'est une idée très, très belle et très originale que vous ne voulez pas dévoiler. Hein, c'est ça? Bien sûr. Est-ce qu'il y a beaucoup d'étudiants à HEC qui ont cet esprit entrepreneurial, ou alors ils veulent surtout servir un grand groupe français à l'international? C'est quoi en général le profil? Le type, ouais. Alors, il y a quand même une très grande partie de la promotion qui va finir soit en finance, soit en conseil en stratégie. Donc, c'est vraiment les
Peu dans l'industrie, c'est surtout dans les services financiers. Oui, c'est plutôt conseil au sens large, peut-être 60% la promotion environ, mais c'est une tendance qui décroît. Avant, c'était encore plus fort. Et donc, il y a justement, j'ai l'impression, une croissance de profils qui veulent donc soit des grands groupes de l'industrie, soit de l'entrepreneuriat. C'est quelque chose... on a par exemple un master en entrepreneuriat en dernière année qui est de plus en plus demandé, et aussi une majeure par exemple dans les secteurs culturels et qui prend de l'ampleur au fil du temps. Donc j'ai l'impression qu'il y a une base qui fait que nos études nous mènent plutôt vers les secteurs du conseil au sens large, mais qu'il y a un peu cette volonté aujourd'hui de diversifier les parcours. Pourquoi vous avez toujours rêvé de faire HEC ? La raison pour laquelle je voulais le faire, c'était qu'à mes yeux, c'était un endroit qui pouvait ouvrir beaucoup de portes, parce que donc c'est un endroit où on fait beaucoup de rencontres, on peut vivre des choses très différentes avec ce que je vous ai raconté tout à l'heure. Et voilà, j'avais vraiment cette impression que c'est un endroit où je pourrais à la fois mûrir mon projet, et vous avez vu, ça a eu le temps de beaucoup évoluer en quelques années, et qui permet d'y accéder. Voilà. Alors, je lisais récemment, enfin non, c'est pas récemment, je crois que c'était l'année dernière, mais j'aimerais avoir votre point de vue sur cette tendance-là, que les étudiants, notamment des grandes écoles, que ce soit des écoles de commerce ou autres, enfin surtout dans les écoles de commerce, étaient toujours plus soucieux de leur du sens qu'ils pouvaient donner à leur carrière, c'est-à-dire que le salaire, évidemment, c'était un point important, mais que ce qui devenait de plus en plus important, c'était travailler dans un groupe où, notamment le secteur de la responsabilité sociale, protection de l'environnement, aide aux plus démunis, etc., était également très développé. Est-ce que vous, à HEC, vous avez ce sentiment-là parmi vos collègues qu'il y a un souci pour rendre le monde meilleur, en ce sens que voilà, il faut aussi penser à l'environnement, à toutes ces questions-là. Est-ce que c'est votre sentiment ? Oui, je dirais que c'est le sentiment que j'ai avec mes amis, mes camarades de promo. Ce sont des sujets qui sont de plus en plus prégnants, et des retours qu'on a des alumni, ils nous disent aussi qu'ils observent une évolution. Les alumni, c'est-à-dire les anciens de HEC. Oui, voilà. Ont ce sentiment aussi que c'est une question qui prend de plus en plus de place. Et l'écriture, alors, vous avez ce projet de restauration, ça va être quelque chose de parallèle, avec peut-être l'espoir à un moment donné d'en faire complètement votre métier ? C'est une question que je me pose encore aujourd'hui. Cette année, je la voyais vraiment comme l'opportunité de m'y consacrer à 100%. Et pour l'instant, ça se passe bien, tout est dans ce que vous avez planifié, hein, vous m'avez dit en préparant cette émission qu'il y avait la partie organisation, planification, puis là vous êtes en train d'écrire. Hein. Oui, c'est ça exactement. Et pour l'instant, je suis toujours hyper enthousiaste, ça fait 5 mois, et c'est vrai que c'est un pari, parce que tous les jours, concrètement, pendant 5 heures, je suis seule devant mon ordi à travailler dessus, et je suis heureuse parce que j'ai toujours le même enthousiasme, alors que j'ai aussi pris un sujet un peu niche et particulier. Donc oui, je suis très heureuse de l'expérience que je fais aujourd'hui. Je suis heureuse de pouvoir y consacrer cette année. Et c'est la réflexion qui infuse un peu cette année de quelle part j'ai envie de lui accorder dans ma vie. Est-ce que, par exemple, c'est quelque chose que je considérerais en parallèle d'une autre activité ? Ça me semble ambitieux parce que l'écriture demande quand même un certain temps et un certain repos d'esprit. Ou alors, pourquoi pas, après un projet entrepreneurial, prendre du temps pour l'écriture. Ce que je dirais, en tout cas, c'est que je n'ai peut-être pas forcément une vision linéaire. Ce que je veux dire, c'est que si dans, je sais pas, 6 ans, je me dis, là, je me replonge dans un projet d'écriture, je sais pas si je me dirais par la suite... Je veux en faire complètement ma carrière, mais peut-être écrire, puis refaire autre chose, parce que ce qui me donnera aussi des expériences et me permettra de progresser
dans l'écriture, et puis ensuite refaire peut-être de manière saccadée. Enfin, c'est encore en réflexion. Oui, c'est normal. Et si à la fin de l'année prochaine, un grand groupe vous propose un salaire mirobolant, qu'est-ce que vous faites? Pour moi, ça remet pas en cause mon projet entrepreneurial. Hein, vous avez le temps, non, mais bien sûr, bien sûr. Oui, ça pourrait être une période avant en tout cas, votre projet entrepreneurial, vous l'avez bien en tête et vous avez vraiment envie de. Ça serait toute seule ou en collaboration avec d'autres personnes? L'idée est de m'associer, oui, effectivement. À la fin, ça me semble plus riche à la fois pour élaborer le projet et puis le vivre à deux, c'est quand même autre chose qu'être tout seul. Enfin, justement, c'est ce que je vois avec le projet d'écriture. Je trouve que c'est important parfois de savoir prendre du temps seul, mais pour un tel projet, je préfère être accompagnée. D'accord. Je vous pose plus de questions là-dessus. Alors, j'aimerais vous poser une dernière question sur votre regard sur Bucarest. Vous êtes ici depuis août. Alors, Bucarest et la Roumanie de façon générale, mais vous avez surtout vécu Bucarest. Oui. Alors, en venant de Jouy en Josas, c'est bien différent. Comment vous aimez la ville, ou alors comment vous ne l'aimez peut-être pas complètement? À mes yeux, c'est une très belle ville et que je trouve pleine d'aspérité. Donc à la fois, il y a un centre historique. Aspérité, mais dans un sens positif, oui. C'est ça? Oui. Je trouve qu'il y a un centre historique magnifique, des très beaux parcs, notamment autour de l'Erastra ou ailleurs dans la ville. Et il y a aussi une énergie. Je trouve que la ville est très dynamique. Il y a beaucoup d'événements culturels ou fêtes de quartier organisés plus spontanément que ce que j'ai pu vivre en France. Et aussi que pour moi, c'est une ville pleine de mélanges et de contrastes. D'un point de vue architectural, on a de l'architecture brancovienne, des reliquats de la période communiste, mais aussi beaucoup de bâtiments ultra-modernes qui poussent de partout. Et donc, je trouve ça assez riche visuellement. Je dirais aussi que c'est une ville arborée et une des plus arborées que j'ai vues. Mais de l'autre côté, c'est aussi la ville du tout voiture. Donc je trouve ça amusant à mettre en regard. Et dernièrement, je trouve aussi que c'est une ville où les gens sont plus directs. Je dirais que ce que j'ai pu vivre auparavant, on peut se faire aborder dans la rue pour diverses raisons. Et je trouve que c'est sympathique comme atmosphère. Et de l'autre côté, il y a aussi les services en continu, des gens qui travaillent en 24/24. Donc c'est vrai que il y a beaucoup de contrastes et de mélanges. Et je trouve que ça rend la ville très riche. Et je m'y plais beaucoup. Et vous avez l'occasion de voyager un petit peu dans le pays ou pas trop encore? Si. J'explore. Je prends du temps le week-end ou des moments comme ça. Et pour l'instant, j'aime beaucoup ce que je découvre. Pour l'instant, j'ai surtout vu la Transylvanie, mais j'ai des projets pour explorer le reste. Bon, eh bien, écoutez, très bien. Camille Gilmer, merci d'avoir été au micro du soir. Merci à vous. Et bravo pour ce premier entretien radio. Merci. Bonne continuation dans votre livre et puis pour votre projet entrepreneurial. Merci beaucoup à vous. Et n'oubliez pas de revenir en Roumanie. Ça, c'est avec plaisir. Plus en avant. Chères auditrices, chers auditeurs, c'est tout pour ce soir. Cette émission, vous pouvez la retrouver sur la page Facebook de RFI. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Week-end Placoute. Au revoir.